Bienvenue dans La Santé ça se travaille, saison 2, votre podcast dédié au bien-être au travail. Bonne écoute. Bonjour Karine, tout d'abord merci d'être présente aujourd'hui pour cet épisode. Alors dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu ? Merci de m'avoir reçue ce matin. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Karine Kerdal, conseillère prévention à la PST 41. Donc concernant les missions qui me sont confiées, je vais avoir un rôle de prévention en entreprise. Donc je vais me déplacer parmi nos adhérents pour entre autres réaliser la fiche d'entreprise et pouvoir vous conseiller entre autres sur des actions pour réduire le risque d'accident et de maladies professionnelles. À côté de ça, bien sûr, je vais réaliser certaines études de poste. Et puis le gros de mon action, qui est aussi celle de ce jour, c'est de réaliser des sensibilisations auprès des chefs d'entreprise, des instances représentatives du personnel et des salariés en entreprise. Dans les thématiques sur lesquelles je peux intervenir, on va retrouver donc les addictions, sujet qui nous préoccupe d'autant plus en cette période de début d'année, après les fêtes, et également tout ce qui va avoir trait au risque routier en entreprise, premier risque d'accident mortel au travail. On aura également d'autres thématiques telles que les agissements et harcèlements sexuels et sexistes au travail. Si vous voulez plus de précision, nous vous invitons d'ailleurs à aller sur le site de la PST, www.apst41.fr, sur lequel vous pourrez retrouver l'intégralité des plannings de sensibilisation pour l'année 2025. Merci beaucoup Karine pour cette présentation. Alors oui, en effet, aujourd'hui on va parler d'addiction, donc un thème central dans notre actualité. Est-ce que tu pourrais déjà nous donner quelques éléments, nous faire un bref constat de ce sujet, s'il te plaît ? Alors il faut savoir que c'est un vrai problème de santé publique, d'un coût social, que ce soit l'alcool, le tabac, on le sait tous, c'est communément dans les médias que l'on retrouve ces informations. Ça va engendrer des maladies qui sont des cancers, des actions de dépendance qui vont aussi avoir forcément un impact au sein de l'entreprise. Si je peux vous donner quelques chiffres, on sait aujourd'hui, c'est Santé publique France qui le précise, que 20 à 30% des accidents du travail qui ont lieu chaque année en France sont dus à une consommation excessive d'alcool. Donc de tabac, mais aussi de drogue et de médicaments psychotropes. Souvent, on restreint justement à certaines addictions. Or, dans le cadre du travail, toutes peuvent avoir un impact. On en reparlera un petit peu plus tard. L'alcool à lui seul, c'est 10 à 20% des accidents qui sont liés justement à cette consommation. Et ils vont avoir... l'alcool va être impliqué dans 40 à 45% des accidents mortels. On retrouve beaucoup de polyconsommation aussi, c'est-à-dire cannabis, tabac, alcool, médicaments, par exemple. Donc forcément, derrière, il va y avoir un impact. On a une diversité au niveau des secteurs d'activité, au niveau des catégories socio-professionnelles, de l'âge aussi des consommateurs et des modes de consommation qu'il ne faut pas négliger. C'est un sujet qui est peu pris en compte encore au sein des entreprises et qui est intégré depuis peu, j'ai envie de dire, dans l'évaluation des risques professionnels. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour ma présentation, je vais quand même me focaliser plutôt sur certaines addictions qu'on va retrouver le plus communément, nous, au sein de la PST 41. C'est plutôt l'alcool, le tabac, le cannabis, qu'on va retrouver le plus communément, mais aussi les médicaments psychotropes. Donc en fait, ce sont les substances psychoactives qui vont être le plus utilisées par la population active et qui reste malgré tout quand même assez tabou dans le travail. On a toujours peur de dénoncer. En tant qu'employeur, on ne sait pas toujours comment faire et jusqu'où aller. Donc c'est aussi pour ça que c'était important de parler de ce sujet. Mais la sphère professionnelle peut aussi avoir un rôle déterminant dans le processus de l'addiction. C'est-à-dire que ce ne sont pas que les éléments d'ordre de vie personnel qui vont induire une addiction. On a parfois des pratiques en entreprise qui sont institutionnalisées, qui vont engendrer justement l'addiction. Et cette addiction, elle peut avoir lieu à certains moments dans le cadre de la journée de travail, mais ça peut aussi avoir lieu après ou avant la prise de poste.
Donc très bien, merci beaucoup Karine déjà pour ce premier état des lieux, on va dire, sur la thématique. Mais c'est vrai que là, c'est plutôt quelques chiffres. Mais est-ce que tu peux nous définir réellement finalement ce que c'est qu'une addiction avec des termes peut-être un petit peu plus simples ? Alors, on peut avoir plusieurs définitions. Je vais commencer par la définition, on va dire, la plus simple, pour que tout le monde comprenne bien. C'est celle du petit Larousse. Comme ça, tout le monde va bien comprendre qu'une addiction, en fait, c'est un comportement qui est répétitif, plus ou moins coercible. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que c'est nuisible à sa santé, mais en fait, on ne peut pas s'arrêter. Donc, on peut avoir différents, bien sûr, types d'addictions. Ça peut être de la toxicomanie, l'alcoolisme, le tabagisme, mais la boulimie, l'anorexie sont aussi des addictions. L'usager, en fait, le consommateur, il a conscience des effets néfastes pour sa santé, mais il ne peut pas s'arrêter. Donc, si on veut rentrer un petit peu plus loin dans une définition et qui nous permet aussi de voir un peu le mécanisme de l'addiction, on peut prendre celle qui a été donnée par la MILDECA, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. En fait, pour eux, on parle de phénomène qui, d'un point de vue scientifique et médical, dit que les addictions sont une pathologie cérébrale. Donc on voit bien que le cerveau va agir dans le mécanisme de l'addiction, qui sont définis par une dépendance, donc à une substance ou une activité avec des conséquences délétères pour la personne. Donc quand on est sur une addiction, en fait, on peut parler aussi des 5 C. J'ai envie de dire, c'est presque ce qui va conclure cette définition. C'est la perte de contrôle. On va retrouver donc le craving, c'est un mot un peu barbare, mais en fait, c'est l'envie irrépressible de consommer, on en a besoin. On va retrouver un usage compulsif, l'usage qui va être continu, malgré les conséquences que l'on va avoir derrière pour sa santé. Merci beaucoup Karine. Tu as parlé tout à l'heure de plusieurs sujets autour de l'addiction, donc que ce soit l'alcool, drogue, donc des choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais également de substances licites, illicites, même d'addiction comportementale. Est-ce que tu peux un peu aussi nous éclairer par rapport à tout ça, s'il te plaît ? Alors en fait, effectivement, plus communément, on parle de drogue, de tabac. On peut classer. Donc nous avons tout ce qui va être addiction avec substance ou sans substance, licite ou illicite. Donc tout ce qui va être addiction sans substance, on peut aussi les appeler comportementales. C'est-à-dire que ça va être tout ce qui est achat compulsif, tout ce qui va être les troubles de l'alimentation, mais également les jeux d'argent. On va retrouver bien sûr tout ce qui est addiction avec substance illicite et licite. Donc licite, en général, tout le monde les connaît, ça va être l'alcool, puisque c'est en vente libre. Il faut savoir que le tabac est une substance licite et que 29% des travailleurs en consomment quotidiennement. On va retrouver également tout ce qui va être médicaments psychotropes, donc là les somnifères, les tranquillisants, les antidépresseurs, les neuroleptiques, qui vont être prescrits par un professionnel de santé et qui sont vendus en pharmacie. Là aussi j'alerte parce que c'est 17% de la population française qui chaque année en consomme. On peut aussi préciser que l'alcool est non négligeable puisqu'on sait qu'on a à peu près 8,6% des travailleurs qui ont des difficultés avec l'alcool. Et donc pour clôturer sur ces précisions, tout ce qui va être substance illicite, eh bien là ce sont les drogues. Donc on va retrouver le cannabis, puisque 10% des travailleurs en consomment. On va retrouver la cocaïne, et là j'alerte, parce que le coût de la cocaïne ayant baissé, on a de plus en plus de consommateurs. Et du coup, toi au niveau de ton expertise, de ton activité de travail, quelles addictions selon toi on retrouve en entreprise, celles qu'on retrouve le plus ? Alors le plus fréquemment c'est quand même l'alcool, le tabac également. C'est en tout cas là-dessus qu'on va nous solliciter le plus. Après, on retrouve le cannabis, mais qui pour le moment est un petit peu encore tabou. C'est-à-dire que les employeurs sont vraiment plus en difficulté sur ce qu'ils peuvent ou ne pas faire vis-à-vis de cette drogue qui est donc illicite.
Est-ce que du coup aussi tu peux nous peut-être préciser, toi selon tes différentes observations, quels sont les secteurs d'activité les plus touchés? Est-ce que ça varie aussi peut-être selon l'âge, le sexe? Effectivement, alors on a une littérature autour de ces sujets. Les secteurs de la construction, des arts et spectacles, l'hébergement, la restauration, puisque là, on a un accès par exemple facile à l'alcool, vont être les plus touchés. Mais on va avoir aussi, par exemple, le statut qui va être non négligeable. Et si on prend par exemple l'alcool, il faut savoir que ce sont les femmes cadres qui, à hauteur à peu près de 10,7%, vont être plus consommatrices. Et là, on parle d'alcool mondain, donc c'est souvent sur les quadras, par exemple. Si je prends pour les hommes, toujours par rapport à l'alcool, parce que c'est quand même ce que l'on rencontre le plus, ça va être plutôt ceux qui ont un statut d'employé, puisqu'on a à peu près 22,9% qui ont une consommation d'alcool dangereuse. Donc là, le ministère du Travail a aussi fait des études sur les types de postes qui sont les plus touchés par les addictions, et on va retrouver entre autres tout ce qui va être travail de nuit, travail isolé, tout ce qui va porter avec des postes à responsabilité élevée qui vont générer du stress, de la pression hiérarchique, des obligations de résultats, du chiffre. Les postes exigeant aussi de la vigilance, donc là tout ce qui est contrôle sur des sites à haut risque par exemple, mais aussi des postes de sécurité et de surveillance qui vont nécessiter en fait une vigilance permanente. Des postes de conduite ou de pilotage, mais aussi tout ce qui est en lien avec la manutention mécanique. Là, en t'écoutant, je me pose la question de pourquoi on consomme. Donc il y a un aspect peut-être lié au travail, pour faire face au travail, et des aspects un peu sociaux, c'est ça? Alors effectivement, en fait, les origines, elles sont plutôt mixtes. Ça va être la sphère privée, mais la vie professionnelle est aussi à prendre en compte. Donc il faut quand même savoir que c'est un petit peu paradoxal, parce qu'on sait que ce sont plutôt les personnes qui n'ont pas d'emploi qui vont vraiment être souvent avec des conduites addictives, mais paradoxalement, le travail qui lui peut apporter justement, on va dire, une certaine reconnaissance, peut aussi induire un mal-être et une dépendance. Donc, d'un côté, le travail est protecteur vis-à-vis des pratiques addictives, mais certaines conditions de travail vont favoriser la consommation de substances psychoactives. Donc ça peut être tout ce qui va être en lien avec le contact du public. Possibilité d'avoir justement une certaine forme d'agression de ce public. Tout ce qui va avoir, on va dire, un impact sur la vie privée, notamment au niveau des horaires atypiques de travail, mais aussi des contraintes physiques, telles que le port de charge, tout ce qui est travail au froid, avec donc des ambiances thermiques compliquées, l'isolement par rapport à des collègues. Alors je parle salariés, mais souvent on peut retrouver aussi de l'addiction chez les employeurs, qui ne sont pas eux forcément salariés, mais les dirigeants qui sont aussi en difficulté, en pression, peuvent également se trouver avec une consommation excessive d'alcool, voire d'autres substances. Donc finalement, il faut se dire que dans sa vie, on peut passer d'une abstinence à un usage simple de consommation sans risque, et à un moment donné, basculer malheureusement dans une dépendance. C'est une maladie et il faut une prise en charge. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, donc je me permets de rebondir, forcément l'addiction derrière a des conséquences sur la santé. Et là aussi, on peut se poser la question, donc, quelles sont les conséquences pour les salariés, mais également pour l'entreprise. Dès lors qu'on le sait, il y a un impact sur la santé, derrière il y a forcément aussi un impact sur le travail. Les consommations de substances psychoactives, même à faible dose, vont induire de la dépression, de la dépendance, des cancers, des pathologies lourdes qui vont parfois créer aussi de l'isolement, et malheureusement une perte d'emploi peut aussi se profiler pour ce salarié consommateur. C'est aussi pour le salarié un risque
pour lui d'être victime d'un accident ou d'engendrer un accident dans le cadre de l'entreprise. Puisque une substance psychoactive, on l'a dit tout à l'heure, va entraîner au niveau du cerveau un certain mécanisme qui va altérer, entre autres, sa vigilance. Il peut y avoir des troubles de concentration, voire de la somnolence, des troubles de la perception, donc là au niveau de son champ de vision, il sera réduit, voire avoir des hallucinations selon le type de produit consommé. Les réflexes vont se trouver ralentis, ce salarié peut avoir des erreurs d'appréciation, le développement de conflits aussi, et ça, c'est quelque chose qui, dans l'entreprise, est vecteur, effectivement, de conséquences non négligeables et que l'employeur doit absolument prendre en compte. Donc, ces conséquences pour l'entreprise, puisque tu m'as demandé quelles étaient celles qu'on pouvait retrouver, on a là aussi des chiffres que je peux vous donner. Par exemple, ça va être la hausse de l'absentéisme. Quelqu'un qui est régulièrement, on va dire, ivre, il va arriver en retard. Mais il faut savoir que l'absentéisme, c'est aussi chez les fumeurs, puisqu'on va avoir, par exemple, plus de bronchite chronique. Donc, selon la saisonnalité et autres, plus d'absentéisme sur ce type de public. On va avoir aussi une perte de productivité, une dégradation de l'image de l'entreprise. Si effectivement un salarié n'est pas en état d'être, on va dire, en pleine possession de ses moyens et qu'il est en relation avec du public, avec une clientèle, c'est l'image de l'entreprise qui va être dégradée. Derrière, le risque d'accident, on vient de le dire, grave est important. Il faut prendre par exemple l'alcool, puisque c'est quand même ce que l'on va retrouver le plus fréquemment. Si on est un homme et qu'on consomme au moins 4 verres d'alcool par jour, eh bien on va multiplier par 2 le risque d'avoir un accident grave. Si je suis une femme et que je consomme au moins 2 verres par jour, eh bien ce sera la même chose. Donc c'est effectivement un sujet qu'il faut prendre en compte. Et puis pour les employeurs, il faut aussi avoir à l'idée qu'on a un risque de sanction pénale si effectivement il intervient un accident, et d'autant plus la faute inexcusable de l'employeur peut être engagée. Si dans l'entreprise on savait que les personnes étaient consommatrices, qu'on a laissé faire et qu'on n'a pas agi. Et du coup, face à ces conséquences qui sont diverses, est-ce que tu as des idées, des pistes de mesures de prévention qui peuvent être mises en place au sein de nos adhérents ? Alors absolument, il y a plein de choses qui existent. Il y a maintenant, et fort heureusement, beaucoup de sites aussi qui sont à disposition. Alors, pour donner quelques idées, déjà, première des choses, c'est peut-être de se poser la question si dans notre entreprise on a ou pas un règlement intérieur. Il est vrai que le règlement intérieur n'est pas obligatoire selon la taille de l'entreprise. Toutefois, nous le recommandons puisqu'on peut y mettre plein de choses et notamment un volet sur tout ce qui est addiction. Le Code du travail, si on prend l'exemple de l'alcool, précise qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Toutefois, on peut interdire, bien sûr, ces boissons alcoolisées sans que ça porte atteinte aux libertés individuelles, attention, et que ce ne soit pas non plus quelque chose qui va être disproportionné par rapport au but recherché. Donc, on peut intégrer dans le règlement intérieur l'interdiction complète de consommer de l'alcool sur les postes dits à risque. On va ensuite pouvoir également, et c'est notre rôle, nous aussi, service de santé au travail, pouvoir sensibiliser les salariés, les encadrants sur les pratiques addictives, les aides possibles, puisque l'objectif c'est aussi de pouvoir accompagner les personnes qui seraient identifiées comme addictes. Nous avons aussi, par le biais du document unique en tant qu'employeur, une action à mener sur ce sujet. Et aujourd'hui, on voit que le document unique d'évaluation des risques professionnels n'intègre pas cette question, justement, des addictions. Donc, on peut intégrer, bien évidemment, dans le document unique, ce volet. On va également avoir des outils qui sont réglementaires, le droit des connexions.
Si on est sur de la cyberaddiction, par exemple, ou du workaholisme, ça peut être intéressant. Il faut aussi organiser les secours. C'est-à-dire, j'ai une personne qui présente un état anormal, qu'est-ce que je fais ? Je suis collègue, je suis employeur, quelle est la démarche que l'on doit mettre en place ? Et puis, tout à l'heure je vous en ai parlé, c'est aussi travailler en amont sur l'organisation du travail, s'interroger sur les facteurs qui sont liés au travail, qui vont favoriser justement les consommations et les pratiques de consommation de substances psychoactives. Est-ce que plutôt que de faire des réunions en fin d'après-midi, on va pas plutôt faire un petit déjeuner ? Ça évitera la consommation d'alcool. Même chose quand on signe un contrat. Est-ce qu'on ne le fait pas autrement qu'autour d'un buffet et de la consommation d'alcool ? Donc là aussi, on peut accompagner sur une démarche globale au sein de l'entreprise. Donc on a différents formats. Ça peut se faire par le biais d'ateliers. Donc différents types d'ateliers sont proposés qui font partie intégrante de l'offre socle. Donc il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'entreprise. Donc ces ateliers sont de diverses sortes. On va avoir ce qu'on appelle l'atelier mini-bar qui va permettre justement à chaque personne de comprendre les volumes servis et les doses bar, de comprendre aussi que l'alcool, eh bien, selon les volumes consommés, vont pouvoir se retrouver assez longtemps dans le sang et donc d'avoir une notion du temps d'élimination en fonction du poids et du sexe. On va avoir un atelier tapis routier avec des lunettes qui vont simuler un taux d'alcoolisation. Nous avons également sur tout ce qui est question de stupéfiants, l'atelier boulonnerie où là on va mettre en situation des personnes avec des lunettes qui vont simuler une consommation de drogue dure et de médicaments. Nous avons aussi un autre atelier avec des lunettes qui vont simuler la consommation de cannabis. Donc là, c'est pareil, c'est de la mise en situation de travail et il n'y a aucune obligation pour les personnes de le faire. Simplement, ça permet aussi pour les personnes qui observent de se rendre compte que les collègues ne sont pas en situation de remplir les missions pour lesquelles ils sont embauchés quand ils sont sous l'emprise de telle ou telle substance. Donc ça, les ateliers fonctionnent plutôt bien parce que c'est extrêmement ludique. Et puis à côté de ça, on a aussi un diaporama qui va permettre, entre autres, de rappeler par rapport aux médicaments, avec les pictogrammes qui sont présents sur les boîtes de médicaments, les dangers, de préciser aussi le mécanisme de l'addiction, avec une vidéo qui va expliquer via un gâteau au chocolat comment on devient addict, et surtout de pouvoir aussi donner, j'ai envie de dire, des contacts pour que les salariés ou les employeurs puissent réorienter les éventuels consommateurs vers des structures d'accompagnement. Donc si vous êtes intéressé, je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller regarder notre offre socle sur notre site internet. Vous y trouverez tous les renseignements afin de bénéficier de tous ces ateliers et ces sensibilisations. Merci beaucoup Karine pour tous ces éléments. Est-ce qu'avant de nous quitter, tu aimerais rajouter quelque chose ? Alors oui, j'ai peut-être 2 choses à rajouter. Alors en complément, j'ai envie de dire, nos actions de sensibilisation, n'hésitez pas aussi à aller consulter certains sites qui existent et qui peuvent aussi être donnés aux salariés. On a entre autres un site gouvernemental qui s'appelle Addict Aid, qui est extrêmement bien fait, et vous avez entre autres Addict Aid Pro, sur lequel vous avez justement de la réglementation, vous avez des fiches, vous avez pour les salariés la possibilité de faire des autotests, entre guillemets, pour savoir si on a déjà une conduite addictive ou si effectivement on n'a pas de risque particulier. Ça peut être bien aussi si on est parent, parce que les salariés sont aussi souvent parents et sont un petit peu démunis, on voit bien, par rapport aux écrans, au téléphone, aux jeux vidéo. Donc ça peut être un outil d'aide puisqu'il s'agit d'un village sur lequel vous allez pouvoir vous balader et trouver les ressources. Également, je vous invite à aller voir les spécialistes, j'ai envie de dire, de ces métiers, que ce soit l'OFDT, donc l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui vous permet de tracer, entre autres, un petit peu l'état de la France et
entre autres des personnes qui sont actives au niveau des différents types de consommation. Vous avez la Mildeka, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'ANACT qui intervient aussi sur ce sujet. Et puis sur notre territoire, nous avons la chance d'avoir des structures d'accompagnement. Vous avez entre autres Addiction France 41 et Opelia VRS, qui sont 2 structures pluridisciplinaires dans lesquelles on va pouvoir y retrouver, que l'on soit consommateur ou membre de la famille, des réponses à des questions, parce que quand on est conjoint, j'ai envie de dire, d'une personne qui est alcoolique, parfois ça devient compliqué à certains moments. On peut baisser les bras, donc ça permet aussi de se faire appuyer. L'intérêt, c'est que vous avez des addictologues qui sont présents dans ces structures, que vous pouvez continuer à travailler. On n'est plus systématiquement dans un dispositif de cure. Ils vont s'adapter au mieux à vos besoins, puisqu'on sait que le travail est aussi un lien social et qu'il permet aussi pour certains d'éviter de tomber dans, on va dire, de la dépression. Donc vous avez aussi au sein de cette équipe des psychologues, des assistantes sociales, toute une équipe qui va vraiment pouvoir vous accompagner. Opelia VRS est plutôt, on va dire, spécialisée sur tout ce qui est drogue illicite et Addiction France 41 plutôt sur ce qui est licite. C'est gratuit et donc anonyme. Et puis votre service de santé au travail, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que lorsque je suis employeur et qu'effectivement j'ai une personne qui présente un état d'ébriété, que celui-ci s'est avéré positif, on a toute une démarche à faire en tant qu'employeur, puisque on a l'obligation d'assurer et de préserver la santé physique et mentale de son personnel, et donc de s'assurer que le personnel est bien en capacité d'occuper son poste de travail. Donc ne pas hésiter à demander aussi une visite occasionnelle auprès du médecin du travail, en ayant préalablement convié le salarié à un entretien, l'informant de la démarche, c'est-à-dire que ce salarié viendra en visite médicale, sachant que l'objectif est de pouvoir voir si le maintien à son poste est possible, de voir quels aménagements il serait peut-être judicieux de conduire, de travailler peut-être avec ce salarié sur le motivationnel, parce qu'on a beaucoup de gens aussi qui sont dans le déni de leur consommation, l'objectif étant toujours d'éviter une désinsertion professionnelle. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de précision et d'accompagnement. Le service de santé au travail est là pour cela également. Donc pour conclure, on a pu voir à travers les différents échanges que la prévention des addictions en milieu professionnel repose sur une mobilisation à la fois collective mais également individuelle. Et c'est donc en sensibilisant, en accompagnant et en agissant à la fois sur les causes et les conséquences qu'il sera alors possible de créer un environnement de travail sécurisant et sain pour tous. L'enjeu ici est alors de lever le tabou et de renforcer la responsabilité partagée entre employeurs, salariés et professionnels de santé au travail. Nous espérons que cet épisode vous aura appris des choses. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc LinkedIn, YouTube, Spotify ou notre site internet. Nous avons également d'autres épisodes à vous faire découvrir. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la santé, ça se travaille.